Olivier Hernandez, vous êtes directeur au Planétarium de Montréal. Évidemment, un phénomène qui s'est déroulé la nuit dernière. Qu'est-ce que ça représente, ce genre d'événement? C'est quelque chose d'inhabituel d'avoir une météorite sur le territoire? Oui, c'est toujours un phénomène très rare en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il tombe environ entre 200 à 400 météorites par année de 10 grammes et plus sur la planète Terre. Donc vous imaginez, hein, c'est la grande surface de la Terre, c'est colossal. Et au Québec, jusqu'à présent, cette année, on en a 3, donc on est juste à la moitié de l'année. Donc on peut se compter chanceux. Le fait qu'on en ait autant, c'est vraiment le hasard là. Il y a absolument rien qui a changé ou quoi que ce soit. Mais c'est aussi le fait qu'on a des caméras, on a un réseau de caméras qu'on a installé il y a 5, 6 ans et qui est complètement opérationnel depuis un peu plus d'1 an maintenant et qui nous permet vraiment de calculer les trajectoires et surtout d'en parler dans les médias. Les gens sont un peu plus au courant et sont beaucoup plus sensibles à ça, ce qui fait qu'on nous rapporte plus facilement des chutes de météorites et ça va favoriser en fait le fait qu'on puisse les retrouver. C'est ça qui est important. Et qu'est-ce qu'on sait actuellement sur cette météorite qui est tombée, notamment sur le territoire de l'Estrie? Alors, on ne connaît pas encore son endroit de chute précisément parce que, il faut être capable de déterminer ce qu'on appelle le vol sombre. Il y a 2 phases importantes lorsqu'une un météore rentre dans l'atmosphère de la Terre et devient une météorite lorsqu'il atteint le sol. C'est d'abord ce qu'on appelle le vol lumineux et c'est ce que l'on voit facilement là, c'est, à cause de sa vitesse, son angle d'attaque, son passage dans l'atmosphère qui se fait aux alentours de 200 kilomètres d'altitude jusqu'à environ une vingtaine de kilomètres d'altitude. C'est le moment où la météorite est décélérée par l'atmosphère. Elle vient frapper sur les molécules de l'atmosphère pour créer en fait un plasma qui va la faire chauffer en surface et créer ce qu'on appelle une croûte de fusion. Et ça devient très lumineux et c'est ce que l'on voit, c'est ce qu'on a vu en fait hier dans le phénomène. Par contre, quand elle n'a plus assez de vitesse parce qu'elle est ralentie au fur et à mesure, elle est plus capable d'échauffer l'atmosphère et à ce moment-là, elle entame son vol sombre, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable de la voir et donc pour les 20 à 30 derniers kilomètres de sa chute, ce qui est quand même énorme, hein, pensez les avions de ligne sont à 10 kilomètres d'altitude à peu près. Donc pour les 20 à 30 derniers kilomètres de sa chute, elle tombe un peu comme une feuille morte, donc elle prend du temps à tomber et pour pouvoir calculer précisément la chute, ça nous prend des modèles météo solides de l'endroit où elle est approximativement tombée pour essayer de calculer précisément sa trajectoire et déterminer dans environ 2, 3, 4 kilomètres sur l'endroit où elle est tombée. Et ça, c'est compliqué à faire et ça prend du temps. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Et on espère avoir un peu plus de précision demain ou peut-être samedi. Vous êtes combien au planétarium juste pour cette opération-là? Alors juste pour cette opération, on est 3 chercheurs et sur les 3 chercheurs, il y en a 2 qui sont pas là, donc je me retrouve tout seul à le faire. Mais, on a c'est surtout le fait d'une chercheuse, une de nos conseillères scientifiques qui s'appelle Oriane Egal, qui malheureusement en ce moment est dans une conférence en Australie, une conférence de tous les spécialistes de la chute des météorites. Et donc, l'avantage, c'est qu'elle se retrouve avec tous les spécialistes là-bas. Ils vont pouvoir étudier ce cas-là, mais avec le décalage horaire en plus, donc c'est la nuit là-bas, ils n'ont pas encore été prévenus. Quand ils vont se réveiller demain matin, ils vont tous travailler là-dessus et on espère avoir ces résultats-là parce que ce sont eux la clé en fait de ces calculs-là. C'est pas les 2 autres personnes au planétarium, les 2 autres chercheurs, c'est-à-dire moi et mon collègue, qui sommes capables de faire ça. C'est vraiment Oriane Egal, la spécialiste mondiale de ça. Puis on attend beaucoup après elle pour pouvoir justement déterminer beaucoup plus précisément que ce que sont capables de faire de façon automatique nos modèles. Ça prend quand même un petit coup de main humain pour essayer de comprendre et de trouver la bonne solution, ce que l'intelligence artificielle ou les simples robots ne sont pas encore capables de faire pour le moment. Bon, par la suite, dites-nous aussi quels ont été les premiers signalements par rapport à cette météorite. Comment ça se fait? Les gens vous le signalent, vous écrivent directement, vous l'avez vu? La première chose, c'est que les gens, écrivent, font une les gens qui connaissent, qui en ont déjà fait, en fait, font 2 choses. La première, c'est de prévenir le planétarium parce qu'ils sont au courant qu'on a un réseau de détection, qui aurait pu voir cette météorite-là. Puis nous, on reçoit automatiquement
des courriels de ce réseau-là pour nous dire: «Ah, on pense avoir découvert une chute là». Donc le réseau nous envoie, les gens nous envoient des courriels. Quand il nous a envoyé, il était 22 heures. Je dois vous avouer que, j'étais j'étais pas disponible et je m'en suis juste aperçu, au courant de la nuit et très tôt ce matin, en fait, que j'avais beaucoup de courriels et je suis retourné voir dans les données. Mais d'une façon générale, les gens vont aussi aller sur le site de l'IMO qui est un site, ça s'appelle imo.net qui permet en fait de, signaler les observations que l'on fait de météores en fonction de sa position et en fonction de ce qu'on a vu. Et lorsqu'on regarde là sur le site de IMO, on voit qu'il y a à peu près une quinzaine de rapports, qui ont été faits à propos de ce météore-là avec, on a une évaluation de la luminosité de ce phénomène-là, mais on a aussi une évaluation de la durée du phénomène qui varie beaucoup dans les perceptions des gens et la direction à peu près, d'où ça va. Donc avec nos données, avec ces perceptions-là, on arrive quand même à calculer une première zone où serait tombée la chute. C'est pour ça que le lac Brome, Bromont, lac Brome sont les zones où pourrait être tombée la météorite. Mais on a besoin de l'affiner plus. On fait appel à un autre réseau qu'on appelle le Global Meteor Network, qui est au Canada, d'une façon générale même dans le monde, où on utilise les caméras de surveillance des gens, ou les caméras qui observent le ciel en permanence, qui sont des caméras carrées, contrairement aux nôtres, qui sont des caméras all sky, qui vont regarder 360 le ciel. Et on arrive à améliorer en fait la trajectoire que l'on a de nos caméras, ce qui nous permet de mieux centrer la chute et de rapetisser un peu la zone dans laquelle on va aller chercher. Mais tout ça, ça prend énormément de temps parce qu'il faut quasiment regarder image par image, caméra par caméra, en plus de faire les modèles météo et de déterminer correctement où ça a pu tomber. Donc c'est un travail de moine, comme on dit, mais Ouais. pour lequel on veut absolument trouver la solution parce qu'on pense que c'est quand même un morceau raisonnable qui est tombé. Par rapport à celui de Drummondville, on pense qu'il est un peu plus gros et donc c'est une région, très peuplée aussi, donc ça veut dire qu'on a plus de chances que des gens le remarquent et se mettent à sa recherche. Souvent, dans l'imaginaire de la population, une météorite est synonyme de danger, mais ça va au-delà de ça. Vous l'avez expliqué notamment. C'est important d'en faire la démantelture puis en comprendre l'origine, là. Oui, tout à fait, parce que, les météorites, nous donnent plusieurs, indices sur plusieurs choses. Le premier, elles vont nous donner un indice sur l'âge, de notre système solaire parce qu'elles ont été formées exactement en même temps. Alors plus on a de météorites, plus on peut affiner l'âge du système solaire et plus on peut trouver aussi des météorites qui proviennent d'autres systèmes solaires si l'âge ne correspond pas à l'âge moyen du système solaire et c'est déjà arrivé, de faire ça et de s'apercevoir qu'on avait récupéré en fait des météorites ou des morceaux de météorites qui provenaient d'en dehors de notre système solaire. C'est arrivé une fois ou 2. Donc ça, c'est important. La deuxième, c'est que la théorie, la plus en vogue en ce moment dans le milieu scientifique, la plus acceptée, avec le plus de preuves en fait, démontre que, l'eau et les briques essentielles de la vie auraient été amenées par les météorites sur la planète Terre. Donc de pouvoir récupérer une météorite et de pouvoir l'analyser nous donne un accès à ces briques principales, aux acides aminés qui ont été trouvés, dans cette météorite-là et qui auraient pu être les marqueurs principaux ou les briques essentielles pour la vie. Et enfin, quand on calcule la trajectoire d'une météorite et qu'on sait qu'elle tombe sur la Terre, on peut revenir aussi en arrière et puis calculer là d'où elle vient en fait, c'est-à-dire sa position dans le système solaire et ce qui lui est arrivé pour arriver, et croiser notre chemin sur Terre. Et ça nous donne beaucoup d'informations aussi sur la façon dont tourne le système solaire, dont il a évolué. Alors juste avec un tout petit bout de caillou, on peut connaître, vraiment plus l'origine de la vie sur Terre, l'histoire de notre système solaire et la dynamique de notre système solaire. Un grand merci pour votre temps, Olivier. C'est toujours bien intéressant. Puis on va suivre attentivement les développements dans vos recherches. Merci beaucoup. Au revoir.